Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous sommes toujours au cœur de l'actualité du Covid-19, puisque vous le savez, depuis le mois de janvier, le monde entier est bousculé dans ses repères économiques et dans ses repères sanitaires. C'est une pandémie qui aujourd'hui est en train de craser le monde, qui écrase l'Europe. Et du côté de l'Afrique, tout le monde est sur le qui-vive parce qu'on ne sait pas comment est-ce que cette pandémie pourra affecter ou infecter les hommes et les femmes qui y vivent quand on connaît la situation des établissements sanitaires, quand on connaît la fragilité des structures sanitaires sur le continent. On a bien peur de ce tsunami tant entendu. Notre invité pour ce programme, c'est le docteur. Bienvenue, Victor Nzamba. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Sir Makosso. Docteur, bienvenue, Victor Nzamba. Vous êtes urgentiste, hépato-gastro-entérologue, vous êtes cancérologue. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour vous de nous donner votre lecture de la situation mondiale par rapport au Covid-19. Merci, Sir Makosso, une fois de plus. Effectivement, avec ma casquette d'urgentiste, nous sommes au premier plan dans la prise en charge de ce Covid-19, puisque tout le monde sait que les urgences, c'est la vitrine d'un hôpital. Tout patient qui arrive à l'hôpital passe par les urgences. On va commencer par un petit historique concernant ce coronavirus. Le coronavirus, c'est un virus sous forme de couronne. C'est même cette forme qui a donné le nom au virus. Ce virus a été détecté pour la première fois, isolé pour la première fois en 1960. Puis, après cet isolement, après cette découverte en quelque sorte, après qu'il soit isolé en 1960, l'isolement qui s'est passé suite à un syndrome respiratoire, une grippe banale. Donc, après cela, le virus a connu 3 mutations qui le rendent au fur et à mesure virulent. La première mutation sous la forme de SRAS-CoV, syndrome respiratoire aigu supérieur, sévère, syndrome respiratoire aigu sévère. Là, ça s'est passé en 2002 en Chine. Tout a commencé en Chine également, dans la province de Guangdong. Le SRAS-CoV a atteint environ 8000 personnes et il y a eu près de 800 décès. Donc, le taux de létalité de ce SRAS-CoV était d'environ 15%. Et ça pouvait dépasser 50% chez les personnes de plus de 60 ans. Il y a eu une deuxième mutation en 2012 sous la forme MERS. MERS qui veut dire simplement syndrome respiratoire du Moyen-Orient. Et donc là, le virus portait le nom MERS-CoV. Ce virus a été découvert ou isolé au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite. Ça a provoqué aussi comme affection des pneumonies sévères. Le taux de létalité était de 35%. Et enfin, la troisième mutation, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui a provoqué la maladie Covid-19. Et donc, le germe concerné, le germe muté, c'est le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2. Voilà un peu pour l'historique depuis son isolement, depuis qu'il a été isolé en 1960 jusqu'à aujourd'hui, la dernière mutation en décembre 2019. Ce virus, le Covid-19, se manifeste essentiellement sous forme de toux, sous forme de fièvre. On peut avoir des douleurs musculaires, comme dans toutes les viroses. On peut avoir aussi des symptômes gastro-entérologiques, comme de la diarrhée.
Et en ce qui concerne donc les symptômes respiratoires qui sont majeurs dans cette affection, ça commence donc par la toux et puis ensuite des difficultés respiratoires. Ça peut aller jusqu'à des détresses respiratoires, donc des difficultés respiratoires sévères où le patient s'étouffe, où la respiration spontanée n'est plus possible à un moment donné. On est obligé d'intuber le patient, donc de mettre un tuyau dans la gorge qui sera connecté à une machine qui va respirer à la place du patient ou aider le patient à respirer. Et dans cette évolution, la maladie peut toucher tous les organes. Donc, en dehors des poumons, ça peut toucher le cœur, ça peut toucher les reins. Donc, on peut avoir ce qu'on appelle une atteinte multiviscérale et le patient peut mourir par défaillance multiviscérale. Donc, tous les organes ne fonctionnent plus et ça entraîne la mort. Voilà un peu en ce qui concerne la symptomatologie. Comment se transmet la maladie? La maladie se transmet par des gouttelettes de salive, de sludge, des gouttelettes qui contiennent le virus. Et donc, quand vous éternuez ou quand vous toussez, ces gouttelettes sont projetées directement vers la personne qui est en face de vous, si la distance qui vous sépare n'est pas bonne, n'est pas considérable. Et là, le virus peut aller directement au visage du patient, se mettre au niveau des muqueuses, plus précisément la muqueuse nasale, la muqueuse buccale ou bien des yeux, et puis pénétrer dans l'organisme. Le tout se passe d'abord au niveau de la gorge, puis ça va progressivement évoluer jusqu'à atteindre les poumons, d'abord les branches, les poumons, et puis être à l'origine des symptômes respiratoires et la détresse respiratoire, comme je venais de décrire. Donc, dans ce que je viens de dire, on voit déjà les moyens de prévention, les moyens de protection, comment éviter la maladie, puisqu'on dit que le virus est projeté par des gouttelettes de sludge, par des gouttelettes de salive lors des éternuements ou lors de la toux. Ça veut dire qu'il faut observer une bonne distance entre vous et votre voisin. Cette distance doit être minimum 1 mètre, 1 mètre et demi. Alors, à côté donc de ça, la projection ne se fait pas directement, ne se fait pas toujours directement vers le sujet en face de vous. La projection peut se faire au niveau des vêtements, au niveau des surfaces inertes, au niveau de tout ce qui peut vous entourer. Et lorsque quelqu'un va toucher cette surface infectée par le virus, ben, il suffit que ses mains se dirigent vers les muqueuses, c'est-à-dire la bouche, vers les yeux, vers la narine, pour que le virus puisse se déposer à ces endroits-là et évoluer, comme je venais de le dire, vers la gorge, vers les branches et vers les poumons. Voilà pourquoi la deuxième partie de la protection, c'est se laver régulièrement les mains. Se laver les mains et puis désinfecter les mains avec des solutions hydroalcooliques. Il est important ici de signaler que les solutions hydroalcooliques ne doivent pas être utilisées de manière intempestive parce que ça abîme la peau, ça abîme la peau des mains. Donc, si vous utilisez toutes les minutes des solutions hydroalcooliques, eh bien, soyez-en sûrs que vous allez avoir la peau des mains abîmée et ça peut être à l'origine d'autres maladies. Ce qu'il faut favoriser, ce qu'il faut privilégier, c'est se laver les mains avec du savon. Voilà un peu, en un mot, l'historique de la maladie, la transmission de la maladie, la symptomatologie de la maladie. Voilà, on a bien compris, docteur. Donc, tous ces éléments sont très bien sûr importants afin de pouvoir analyser et aller au fond. Quand vous présentez ce tableau, on dirait, si vous me permettez l'expression, c'est un tableau idéal dans des pays où
tout est fait afin que ce type de maladie soit prise en charge dans des conditions normales. Aujourd'hui, j'aimerais, vous êtes originaire du Congo-Brazzaville, avant qu'on parte, j'aimerais d'abord que vous nous donnez, docteur, là nous avons eu sur le plan mondial, sur la maladie en elle-même, quelle est aujourd'hui votre vision par rapport au continent africain face à cette maladie? On sait qu'aujourd'hui, même si certains pays ne déclarent pas beaucoup de cas comme le Congo ou le Gabon, mais nous savons qu'en RDC, au Cameroun et dans les pays d'Afrique de l'Ouest, les cas sont de plus en plus importants. Quelle est votre lecture continentale, docteur Victor Bienvenu Nzamba, par rapport à cette pandémie? Alors, ma vision est une vision, je ne dirais pas pessimiste, mais c'est quand même une vision assez réaliste des choses. Vous venez de voir comment cette maladie, cette pandémie se transmet. Vous avez vu, elle est partie de la Chine et très rapidement, elle a atteint l'Europe. Et très rapidement en Europe, on voit comment la maladie est en train de prendre de l'ampleur. Alors, en Afrique, quand on essaie de voir ce qui se passe ici en Afrique, ici en Europe, eh bien, on ne peut qu'avoir peur sur ce qui peut se passer en Afrique. C'est pour cela d'ailleurs qu'on dit que l'Afrique est une bombe à retardement. Alors, j'explique. Aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de cas en Afrique. Et ça, je suis persuadé que ce que les autorités des pays africains déclarent n'est pas faux. Mais attention, ça ne veut pas dire que les choses vont rester comme ça. Ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas s'aggraver. Les choses vont s'aggraver si on ne fait rien. C'est pour cela qu'il est très important, il est très très important en ce qui concerne l'Afrique que nous essayons de privilégier la prévention. Pourquoi privilégier la prévention? Eh bien, vous êtes en train de voir ici en Europe des pays où le niveau médical est très élevé, où il y a des infrastructures, où dans les hôpitaux, vous avez des respirateurs, vous avez tout ce qu'il faut, mais vous êtes en train de voir comment les capacités de ces services de réanimation sont vite dépassées. Mais si ça arrive en Afrique. Alors, c'est pour cela que la description de l'événement que je vais faire, ça va paraître peut-être pessimiste, mais c'est très important. C'est très important parce que évitons qu'on arrive à la situation européenne aujourd'hui. Évitons cela. Si nous n'évitons pas cela, nous serons obligés de pratiquer ce qu'on appelle la médecine de catastrophe, la médecine de guerre. C'est quoi la médecine de catastrophe? C'est quoi la médecine de guerre? C'est une médecine où vous n'avez pas suffisamment de moyens pour soigner les gens, vous n'avez pas un plateau technique important, conséquent, vous êtes obligé de choisir entre plusieurs patients qui traiter. Imaginez qu'on vous amène 10 patients en détresse respiratoire qui nécessitent une intubation, qui nécessitent d'être sous respirateur. Vous n'avez qu'un seul respirateur. Je sais de quoi je parle. Je sais que cette situation en Afrique, où vous pourrez avoir 10 patients et besoin de 10 respirateurs, c'est une situation qui va exister, ça va arriver. Donc, si vous êtes devant une situation comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 10 patients qui ont besoin d'un respirateur et vous n'avez qu'un seul respirateur. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir. C'est ça la médecine de catastrophe. Et ce choix, c'est pas un choix sans douleur. Donc, vous êtes obligé de dire, voilà, on va laisser mourir 9 personnes pour sauver une personne. Mais attention, ça peut aller plus loin. Vous pouvez même aller au point d'abréger les souffrances des gens. C'est ça la médecine de catastrophe, la médecine de guerre. Vous pouvez aller jusqu'à abréger la souffrance, c'est-à-dire donner la mort à quelqu'un que vous ne pouvez pas sauver, mais vous êtes touché de voir la personne mourir. Vous vous dites, non, 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 je ne peux pas regarder cette personne mourir alors que je ne peux pas, disons, cette personne souffrir alors que je ne peux pas sauver la personne. Nous ne voulons pas en arriver là. C'est pour cela qu'il faut qu'on prenne nos dispositions, qu'on prenne nos responsabilités. Quand je dis qu'on prenne nos responsabilités, évidemment, je fais allusion aux autorités, c'est-à-dire à nos gouvernants.
Alors, qu'est-ce que je peux proposer? On est venu m'interviewer il y a quelques jours à l'hôpital. J'étais en train de travailler, on est venu m'appeler. Et puis, j'ai parlé rapidement. Évidemment, ce que j'ai dit, c'était rapide, mais j'ai vu, évidemment, que ça a quand même intéressé les gens au vu de la manière dont cela a été distribué. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire en Afrique pour éviter d'arriver au point où nous serons submergés dans les hôpitaux, où nous serons obligés de choisir quel malade traiter, quel malade ne pas traiter? Qu'est-ce que nous allons faire? Comme je l'ai dit, nous devons commencer d'abord par bloquer, par empêcher des patients qui viendront d'ailleurs, de ces pays européens où nous sommes, tout ça, et empêcher à ces patients-là de pénétrer notre territoire. Pour cela, il faut, qu'une fois qu'on a des patients qui arrivent au niveau des aéroports, au niveau des ports, ces patients qui arrivent, tout de suite, on doit les prendre et les conduire dans des centres qui seront adaptés. Des centres qui seront correctement adaptés avec une personne qualifiée. Ces patients ne seront pas en contact avec leurs patients, avec leurs parents. Dès qu'ils arrivent, on les prend directement, on les amène dans des centres aménagés. Mais il faudrait que ces centres-là soient aménagés. C'est pour cela que je demande à nos gouvernements, à notre gouvernement s'il s'agit du Congo-Brazzaville, mais je parle de nos gouvernements puisque je m'adresse aussi à l'Afrique. Je demande donc à nos gouvernements d'aménager ces endroits-là. Donc, pendant qu'on avance là, l'heure est grave, nous devons aménager des structures adéquates pour recevoir ces patients qui vont observer leur quatorzaine, c'est-à-dire 14 jours de mise en quarantaine. Alors, ces patients, évidemment, doivent participer à cette prise en charge. L'idéal serait que ce soit l'État qui s'en occupe. Mais bon, est-ce qu'il faut encore que je vous dise que l'État congolais est en difficulté? Est-ce qu'il faut que je vous dise ce qui se passe? Vous nous décrivez tout le temps, bon, à tel endroit de la terre, on n'arrive pas à payer des bourses. Bon, vous voyez la situation des pensions, tout ça. Bref, pensions de retraités. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me taire. Je ne peux pas vous dire que l'État congolais est capable de prendre correctement en charge cette situation. Donc, il faudrait que tout individu qui veut aller chez nous, eh ben, paye une taxe qui sera calculée en tenant compte de son hébergement, en tenant compte de sa prise en charge et en tenant compte de son traitement, parce que je vais développer aussi un volet traitement. Alors, bien avant de développer, si vous permettez, docteur, on va essayer d'avancer par rapport à vos propositions, bien avant de développer ce volet traitement, mais il faut quand même dire qu'aujourd'hui, les décisions que vous évoquez ont été prises, notamment quand on parle du Congo. Les aéroports ont été fermés le 19 mars. Depuis le mois de février, Madame Ikolo avait situé du côté de Kintélé qu'il y avait un espace qui pouvait accueillir, je dirais, les malades. Donc jusque-là, je pense que c'est fait. Qu'est-ce qui générait là-dedans aujourd'hui déjà sur ce volet que vous avez développé? Qu'est-ce qui manque concrètement? Alors, moi, je ne dis pas que les aéroports doivent être fermés parce que nous ne sommes pas en mesure de fermer totalement les aéroports. Nous ne pouvons pas fermer totalement nos frontières. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas vivre seuls. Parce que nous avons besoin des gens qui doivent rentrer pour nous amener ce qu'il faut pour vivre. Regardez, Sire, je ne vous apprends rien, mais nous avons tous des parents au Congo. D'ailleurs, moi-même, j'y vais tout le temps, puisque je travaille là-bas aussi en tant que parlementaire. Si je suis ici, c'est parce que mon vol a été annulé dernièrement. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se renseigne, les prix des denrées, à quelques jours de la fermeture de frontières, les prix des denrées, les prix ont augmenté. Il y a des prix qui sont passés du simple au double, voire même plus. Alors, vous pensez que nous pouvons tenir longtemps les fermetures, les frontières fermées? Non, ce que je demande, ce n'est pas la fermeture des frontières. Ce que je demande, c'est la maîtrise de nos frontières. C'est-à-dire des gens qui arrivent. Ça veut dire que les gens doivent arriver.
Si c'est fermé, donc il n'y a personne qui arrive. Les gens doivent arriver. On ne peut pas vivre sans que les gens n'arrivent chez nous. Donc, ces gens qui arrivent doivent être correctement pris en charge. Oui, vous avez dit qu'il y a à Kintélé un centre qui a été ouvert. Mais vous avez vu aussi des vidéos que nous avons regardées tous, où ces gens-là sont abandonnés. Mais observer une quarantaine, une quatorzaine ne signifie pas prendre quelqu'un, aller l'abandonner quelque part. Non. Ça veut dire qu'il faut le suivre correctement. Parce que si nous faisons ce qu'on voit aujourd'hui, en tout cas on nous envoie des vidéos, on ne sait pas ce qu'il en est exactement. Mais si nous continuons comme ça, qu'est-ce qui va se passer si? Eh bien, il va se passer que parmi les gens qui rentrent, certains qui ne sont pas malades, d'ailleurs la majorité ne sont pas malades, mais ces gens-là qui vont rentrer là-bas n'étant pas malades, sortiront malades. Sortiront malades docteur, si la prise en charge n'est pas correcte. Docteur, parce que vous savez... J'ai une question. Pourtant, on a vu à travers le monde que la plupart des pays ici en Europe ont pris des mesures d'arrêter des vols à destination des pays à risque. Et c'est le protocole qui a été mis actuellement à Brazzaville, au Congo, de ne pas accepter que les vols des pays à risque puissent atterrir. Donc, quelque part, c'est une mesure que le gouvernement a mis en place. Mais bien sûr, je ne dis pas que c'est une mauvaise mesure. Mais vous savez, on ne pense pas de la même façon dans un palais et dans une chaumière. La mesure est bonne en soi. Mais est-ce que cette mesure est adaptée au Congo? C'est ça la question. Mais est-ce que moi, je parle adapté à la disponibilité des hommes sur place? Parce on a vu que, par exemple, les vols Air France qui arrivaient à 18h, ils étaient contrôlés. Par contre, les vols, on va dire Royal Air Maroc qui atterrissaient à 2h, il n'y avait aucun agent pour pouvoir procéder au contrôle des voyageurs qui atterrissaient. Est-ce que cette mesure, quelque part, n'est pas une mesure sanitaire et plutôt adéquate à notre situation? Mais justement, mais ce que vous dites, il faut qu'on adapte les moyens. C'est-à-dire, si on dit les gens peuvent rentrer, mais il faut qu'on forme les gens pour les contrôler, pour voir comment contrôler ces gens qui rentrent sans s'infecter, sans les infecter et sans pourtant qu'ils ne vous infectent. Il y a des moyens de le faire, mais ces moyens-là nécessitent la formation. Il faut former des gens. Mais vous pensez que, j'espère que les gens ont été formés dans des aéroports, mais si les gens fuient, si les gens ne veulent pas aller contrôler les gens qui viennent par Air Maroc, c'est parce que ces gens n'ont pas été formés. C'est ça le problème. Il faut former des gens. Mais non, la question de dire, oui, mais comme on n'arrive pas à les voir, donc mieux vaut annuler les vols. D'accord, je suis d'accord. Mais les prix des denrées vont galoper jusque quand? Jusque quand nous allons avoir ce que... Vous êtes quand même au courant que les prix à Brazzaville, à Pointe-Noire, ça galope. Et ça va continuer à galoper comme ça. Si vous ajoutez à cela le confinement, c'est-à-dire on dit aux gens, vous ne pouvez pas travailler, donc vous ne pouvez pas gagner de l'argent, des gens qui gèrent des cafés, tout ça, qui ne peuvent rien faire, ça va aboutir à quoi? Ça va aboutir à une deuxième crise. Cette fois-ci, ça sera une crise sociale. Cette fois-ci, ça sera le taux de criminalité qui va augmenter. Parce que les gens qui n'ont rien à manger, à un moment donné, il faudrait bien qu'ils aillent manger. Ils vont aller voler, ça sera des braquages, ça sera ceci, ça sera cela. Donc, on ne peut pas gérer ce problème-là sans voir tous les contours. Et lorsqu'on voit tous les contours, eh ben, on se rend compte que aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à nous bloquer hermétiquement. Nous ne pouvons pas le faire. Nous sommes obligés de le faire, mais en se disant, oui, les gens rentrent, mais ces gens-là sont contrôlés. Ces gens-là sont pris directement, amenés dans des centres adaptés. Et là aussi, ces gens qui vont dans ces centres-là doivent être suivis par des gens formés. Voilà un peu comment je vois les choses. Voilà ma vision. Docteur, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un problème de formation et nous avons une pandémie qui est déjà à l'intérieur de notre territoire. Est-ce pour vous, il est trop tard? Vous préconisez des mesures de sensibilisation, vous préconisez la formation. Formation dans quel délai? Dans quel délai doit-on former le personnel pour qu'il soit apte à faire face à l'afflux de tous ces voyageurs qui vont arriver? Mais c'est une formation qui peut aller vite. En 2 jours,
vous formez des gens comment faire pour accueillir les gens, pour éviter de s'infecter, tout ça. Ici, je ne demande pas de former des médecins. Hein. Non, c'est une formation qui peut aller vite. En 1 jour, en 2 jours, eh bien, vous formez des gens. Vous leur dites, voilà, la maladie, ça se passe comme ceci, ça se passe comme cela. Mais bien sûr, il faudrait que les moyens viennent. C'est-à-dire, les gens doivent avoir des masques, les gens doivent avoir ce qu'il faut. Non, c'est pas une formation difficile, c'est pas une formation à long terme, c'est une formation rapide. Ça peut se faire en 48 heures. En 48 heures, on peut former des gens à recevoir des gens qui arrivent, on peut former des gens à faire ce qu'il faut. Docteur, l'une des mesures de votre protocole, vous préconisez une taxe pour les voyageurs pour prendre en charge leur confinement. Aujourd'hui, avec le coût des denrées, est-ce que vous avez une estimation, par exemple, pour 15 jours? Mais l'estimation, ça doit être aujourd'hui un prix, disons le prix d'une chambre par jour. On peut dire que ça peut aller entre 10 et 15 000. L'État peut, je ne dis pas que l'État ne va rien faire. L'État aussi va payer, va participer à l'ardoise. Mais l'État ne le fera pas seul parce que nous voyons bien que l'État n'est pas capable de tout gérer. Donc moi je pense que avec 10 à 15 000 francs par jour, ça c'est pour l'hébergement. Et puis la nutrition, ça peut être peut-être 10 000 par jour aussi. Et il y aura le traitement aussi, parce que ça, c'est un volet que je vais développer ici, que je n'ai pas pu développer avant. Le traitement, ça peut aussi aller autour de 5 000. Avec 5 000, ça sera suffisant. Et je pense que ça peut être la taxe. Le reste, ça sera l'État qui va négocier, par exemple, avec des hôtels. Je ne dis pas que c'est maintenant que l'État va construire des bâtiments, non. L'État va négocier avec des hôtels, on va consigner certains hôtels pour dire, voilà, cet hôtel, vous êtes consigné pour ceci. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, le prix, ça doit être ceci. Voilà, chaque personne va payer ça. Aujourd'hui, moi, je pense que il y a des hôtels, c'est vrai que c'est pas des hôtels de grand luxe, mais il y a des hôtels où, avec 15 000 francs, vous avez une chambre. Et s'il y a une différence à payer, c'est l'État qui prend en charge. Docteur, pourquoi parler d'hôtels alors que nous avons des logements sociaux qui ont été construits un peu partout aujourd'hui? Pourquoi ne pas réquisitionner ces logements sociaux? Mais par exemple, ça peut être ces logements sociaux. Ça peut être ces logements sociaux. Si ces logements sociaux sont vides, ça peut être ces logements sociaux. Je parle d'hôtels parce que je sais que les hôtels, en permanence, on a la possibilité d'avoir une place. Mais c'est encore mieux d'avoir ces logements sociaux. Moi, partout où il y a des bâtiments, partout où il y a des logements, eh ben, c'est l'idéal. Mais ça doit répondre à un certain nombre d'exigences sur le plan de la salubrité, sur le plan d'hygiène. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on mette 10, 15 personnes dans un logement social, alors que vous voyez bien qu'il y a la promiscuité, il y aura ceci, il y aura cela. Mais donc, si ces choses-là sont réglées, et c'est pour ça que je dis, le personnel de santé, les gens qui ont fait l'hygiène, tout ça, iront voir pour voir si ça répond aux critères. Je donne là le grand cadre. Et puis ensuite, on va voir, bon, ce logement-là, est-ce que c'est adapté ou pas à ceci? C'est adapté, on prend. Les logements qui ne sont pas adaptés, eh ben, on laisse de côté. Ainsi de suite. Donc, je ne suis pas contre les logements sociaux. Estimation faite par rapport à cette mesure, on est pratiquement à une taxe autour de 1 000 €. Est-ce que vous pensez qu'en l'État, un Congolais lambda qui vit en France va payer en plus de son billet qui est en moyenne autour de 1 300, 1 400, 1 500 €, 1 000 € de taxes supplémentaires pour pouvoir être confiné? Oui, je pense que ça sera le prix à payer. Comprenez bien que si vous n'êtes pas en mesure de vous acquitter de cette taxe, n'oubliez pas que c'est une taxe qui vous prendra en charge quand même pendant 14 ou 15 jours.
Écoutez, il vous arrive peut-être d'aller au Congo, mais quand vous allez au Congo pour 15 jours, je pense que vous payez pas loin de cette taxe. C'est pas gratuit. Donc, mais là, vous aurez déjà votre hébergement de 15 jours. Vous allez me dire, oui, mais quelqu'un qui rentre, il va dans une famille ou il va chez lui, il n'aura pas forcément à payer des chambres d'hôtel, tout ça. Mais c'est un prix à payer. C'est un prix à payer pour éviter d'infecter les autres. C'est un prix à payer pour éviter qu'un jour nos hôpitaux soient débordés de malades qu'on ne pourra pas traiter. C'est un prix à payer pour éviter qu'il y ait un bouleversement total de notre société. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr sur Ziana TV. Vous suivez donc cet entretien spécial avec le docteur bienvenu Victor Nzamba, qui est donc hépato-gastro-entérologue, cancérologue et en même temps urgentiste. Avec lui, nous abordons cette actualité mondiale, cette actualité africaine et congolaise, bien sûr, par rapport à ce Covid-18. Alors, docteur, le discours qui est le vôtre aujourd'hui sort quand même, je dirais, de l'ordinaire, parce que jusqu'à maintenant, les préconisations que nous avions concernent essentiellement l'État et n'impliquaient pas une contribution financière de la part des voyageurs ou des personnes qui seraient en quatorzaine. On l'a entendu par rapport à ces préconisations. Je pense que vous mettez en place un protocole. Maintenant, sur le point du traitement, qu'est-ce que vous préconiserez à ces gens-là qui vont arriver, je dirais, en quatorzaine? Ça se passe comment? Qu'est-ce que vous voulez? Comment on les prend en charge? Puisqu'aujourd'hui, les témoignages que nous avons, c'est des hommes et des femmes qui sont quasiment parqués là, abandonnés. Il n'y a pas de suivi pour leur proposer, je dirais, un traitement. Vous ferez quoi à la place, docteur? Alors, évidemment, aujourd'hui, comme tout le monde sait, il n'y a pas encore de traitement médical unanimement reconnu, mais nous savons que les Chinois l'ont constaté et ici en France, il y a eu des grands infectiologues à l'image du professeur Didier Raoul qui ont prouvé que l'hydroxychloroquine, le Plaquenil, c'est un traitement efficace contre le coronavirus, à condition bien sûr que ce traitement démarre tôt, c'est-à-dire à condition que ce traitement se fasse quand la charge virale n'est pas très élevée. Alors, je dis bien que ceci n'est pas encore unanimement reconnu. Comme vous le voyez, il y a tout un débat, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que c'est un débat qui est difficile. Hein. C'est un débat qui implique des conflits d'intérêts. C'est un débat. Je n'ai pas besoin de développer ce débat ici parce que c'est pas notre problème. Mais nous savons que les gens ont reconnu que la chloroquine est efficace contre ce virus. Et cette efficacité est encore augmentée si la chloroquine est associée à un antibiotique qui a aussi des propriétés antivirales, l'azithromycine. Alors, moi, ce que je préconise, ce que je propose, parce qu'aujourd'hui, les Français, tout le monde les gens attendent plutôt les résultats des études qui sont en cours aujourd'hui, alors qu'il y a des grands professeurs qui disent « mais allons-y, on a déjà ceci qui a prouvé que c'est bon ». Nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas attendre pourquoi? Parce que la chloroquine, c'est quelque chose que le Congolais connaît. Nous utilisons tous la chloroquine pour le paludisme, aussi bien en prévention qu'en curatif. C'est vrai qu'aujourd'hui, en curatif, la chloroquine ne s'utilise presque plus seule parce qu'il y a tellement de résistances. L'azithromycine, un antibiotique qui est connu depuis des décennies. Alors, moi, je crois que qu'est-ce que nous avons à perdre? Parce que nous devons éviter que la maladie ne gagne du terrain chez nous. C'est ça le problème. Évitons que la maladie ne devienne ne gagne du terrain pour que des gens, des cohortes, des groupes de personnes se retrouvent en même temps malades, en détresse respiratoire et qu'on soit obligé de choisir qui soigner et qui ne pas soigner, faute de moyens.
Donc, moi, je propose que ces patients qui arrivent aux aéroports, aux ports, bref, à l'entrée du territoire, quand ils vont observer leur quatorzaine, dans cette taxe-là, j'ai parlé du traitement. Le traitement est compris dans la taxe. Eh bien, ils auront 6 jours de traitement par l'association hydroxychloroquine et azithromycine. On pourra ajouter un antihistaminique parce que la chloroquine, c'est un traitement parmi ses effets secondaires. Il y a du prurite, il y a des démangeaisons et avec un antihistaminique, ça passe facilement. Donc, je propose donc que ce traitement soit donné à ces gens-là. Tous ceux qui arrivent, ils auront 6 jours de traitement par l'association hydroxychloroquine et azithromycine, plus un antihistaminique. Ça ne coûte pas cher. Si on voit bien le prix de ce traitement, ça ne coûte pas cher que prendre en charge un malade qui sera atteint de coronavirus à un stade très élevé. En faisant cela, donc tous les patients qui arrivent et les patients à l'intérieur de la République qui seront diagnostiqués positifs seront traités également. Toutes les personnes contacts qui seront en contact du patient diagnostiqué positif, on les retrouve et on les met sous traitement. Et croyez-moi, en faisant cela, nous allons éviter d'arriver à la phase que connaît l'Europe aujourd'hui. Nous allons éviter d'arriver à cette phase-là. Et ça nous évitera de pratiquer tôt ou tard la médecine de catastrophe. Docteur Zaba, j'ai une question par rapport au traitement que vous préconisez. Donc, pour vous, aujourd'hui, il s'agirait de mettre toute la population sous traitement, y compris ceux qui arrivent? C'est pas toute la population, je répète. Toutes les personnes qui arrivent. Vous parlez du préventif. Mais non, et là, nous sommes dans une situation où il y a déjà des cas qui ont été déclarés, donc des cas contacts, des potentiels malades, et on n'a toujours pas les données statistiques, j'ai presque envie de dire fiables. Parce que depuis la déclaration du Premier ministre concernant le 4e cas, ça doit faire au moins 3 ou 4 jours qu'il n'y a pas eu d'autres cas qui ont été annoncés au grand public. Donc, bon, je répète. Aujourd'hui, qu'il y a des cas potentiels, des cas possibles qui sont en train de se balader dans la nature. Et là, la mesure aujourd'hui que vous êtes en train de proposer, le protocole que vous proposez, c'est pour venir en aide en fait à cette situation. C'est une situation qui est d'urgence. Je répète, il ne s'agit pas de tout le monde. Les gens qui bénéficieront de ce traitement, ça sera les gens qui rentrent dans le territoire. Parce que parmi ces gens qui rentrent dans le territoire, il y a des gens qui sont infectés et des gens qui ne le sont pas. Mais de toutes les façons, puisqu'il y a des gens qui sont infectés, donc on peut considérer qu'il y a eu un contact dans l'avion, par exemple. Donc, tous ces gens-là qui rentrent, eh ben, sont mis sous traitement. Et c'est pas un traitement dangereux. C'est pas un traitement qui n'a pas des effets secondaires comme la chimiothérapie, tout ça. Donc, il y a ce groupe-là. Deuxième groupe, c'est des patients qui sont à l'intérieur, qui sont déclarés positifs. Ceux-là aussi sont mis sous traitement. Troisième groupe, ce sont des personnes qui ont côtoyé des gens malades. Les personnes qui ont côtoyé des gens malades sont aussi mis sous traitement. Donc, il y a 3 groupes d'individus. Le premier groupe, c'est des gens qui rentrent, donc qui quittent des zones infectées et qui rentrent chez nous. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est des gens qui sont à l'intérieur de notre République, qui sont malades. Et troisième groupe, c'est des gens qui ont côtoyé des personnes malades. Et là aussi, c'est des gens qui sont à l'intérieur. Voilà les personnes. Allez-y, terminez. Docteur. Voilà les personnes qui devaient être mises sous ce traitement. Et croyez-moi, ça sera plus facile à gérer que de gérer les choses quand nous allons avoir la situation d'Europe, puisqu'on déclare quand même que l'Afrique, c'est une bombe à retardement. Et puis, je voudrais ajouter une chose. Qu'est-ce que nous avons à perdre?
Qu'est-ce que nous avons à perdre en donnant 6 jours de chloroquine à quelqu'un même s'il n'est pas malade? Mais nous le prenons. Vous savez, au Congo, quand quelqu'un a la fièvre, on commence par quoi? On commence par traiter le paludisme. Sans même faire des examens. Je ne dis pas que c'est encourageant. Donc, donner 6 jours de chloroquine à quelqu'un, mais ce n'est pas quelque chose de grave. Donner 6 jours d'azithromycine à quelqu'un, ce n'est pas quelque chose de grave. Donc, moi, je pense on a vu qu'il y a des patients, en fait, aujourd'hui, je vais vous couper, docteur, des patients qui ont une intolérance à la chloroquine, des patients, on va dire, des personnes qui ont des antécédents médicaux. Comment vous allez faire pour pouvoir diagnostiquer toutes ces personnes qui vont arriver avec ces antécédents avant de les mettre sous traitement? C'est pour cela que chaque voyageur doit avoir son dossier médical avant d'arriver au Congo, tout simplement? Dans le cas, on va pousser un peu la réflexion, le cas de ceux qui ont de VIH, est-ce qu'ils vont venir avec leur dossier médical contenant une ordonnance disant qu'ils sont porteurs du VIH et qu'ils devront être soignés au même titre que les autres? Est-ce que quelque part, il n'y aura pas un risque de stigmatisation également? Alors non, mais je n'ai pas besoin que les gens viennent avec tout ça. Non. Le principal effet secondaire de la chloroquine, c'est des allergies. Mais j'ai dit qu'on donnait un antihistaminique systématiquement. L'antihistaminique aussi, eh bien, ça ne tue pas. Donc, ça veut dire qu'on donne déjà en prévention quelque chose pour lutter contre une éventuelle allergie. Les doses de chloroquine, c'est à quelle dose? C'est 600 mg par jour, c'est-à-dire 200 mg 3 fois par jour de chloroquine que l'on donne à ces gens-là dans cette indication-là. Ce n'est pas des doses mortelles. Ce n'est pas des doses mortelles. Ah non, il ne faudrait pas que les gens vous trompent. Maintenant, on verra si les patients ont des éléments qui pouvaient faire qu'on ait peur, tout ça, mais bon, ce qui m'étonnerait. Et là, on pourra jouer à du cas par cas. Mais comme je venais de le dire, tous les patients qui arrivent à l'aéroport, mais ils sont pris en charge par un personnel formé. Et bien, ce personnel formé pourra faire la part des choses. Docteur, la situation que vous décrivez, c'est quand même une situation idéale. Hein. On dirait que ce serait l'idéal dans un pays organisé en termes de prévention. Or, aujourd'hui, nous savons, comme le disait Doris Kamouzenze tout à l'heure, que les hommes et les femmes qui sont infectés sont dans nos quartiers. Je vais dire, on voit très bien que la promiscuité et l'organisation des sociétés congolaises, ce n'est pas fait qu'il ne croise qu'une seule personne dans sa propre famille. Donc, c'est quelqu'un qui se balade dans les quartiers, il est allé à l'église, il est allé un peu partout. Est-ce qu'aujourd'hui, au lieu de réduire, puisque vous le dites que, je dirais, la chloroquine ne fait du mal à personne, au lieu de réduire qu'à ces 3 groupes, est-ce qu'on pourrait pas rentrer, je dirais, dans une prévention massive, c'est-à-dire en se disant aujourd'hui, si il faut prendre aussi en compte un élément, que nous avons affaire souvent à des autorités qui sont cachotières, qui ne disent pas toujours la vérité quand on est en face des difficultés, notamment pandémiques, comme celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Donc, on peut extrapoler en disant que depuis que cette maladie a été déclarée en Chine au mois de décembre, et on connaît aujourd'hui, je dirais, les contacts qui existent, les va-et-vient entre la Chine et le Congo, nous savons qu'il y a plus que 4 cas au Congo, ça on peut le dire, même s'il n'y a que 4 qui sont aujourd'hui, je dirais, révélés officiellement, mais on peut quand même extrapoler en disant qu'il y en a plus. Et ces gens-là sont en train de contaminer encore aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas besoin, dans le cadre du protocole que vous proposez, d'élargir à l'ensemble de la population pour qu'on arrive peut-être à atténuer les effets de cette bombe? Alors, moi, je pense que nous ne pouvons pas prendre la responsabilité de traiter tous les Congolais parce que on pense que les gens seraient en contact avec des gens malades. Je ne pense pas, quand on essaie de voir la propagation de la maladie, je ne pense pas que qu'il y ait vraiment un très grand nombre de Congolais qui soient contaminés. Donc, docteur, vous faites confiance aujourd'hui aux annonces faites par les autorités congolaises, que vous êtes convaincu, vous, en tant que médecin, par rapport à votre expérience, qu'au Congo, il n'y a que 4 cas aujourd'hui. Vu les contacts que nous avons, quand on voit quand même les contacts qu'on a, les Congolais avec la Chine, les contacts aujourd'hui, alors ce qui est quand même surprenant, c'est que
de tous les cas aujourd'hui constatés au Congo, les autorités qu'on nous dise qu'il n'y a pas de Chinois, il y a eu que des gens qui sont venus de Paris. Donc, il y a eu des Franco-Congolais qui ont été, je dirais, les premiers porteurs, pas de Chinois. Et vous croyez aujourd'hui que cette annonce faite par les autorités congolaises est bel et bien crédible quand on analyse plus ou moins les relations que nous décrivions tout à l'heure? Je pense qu'il y a une marge d'erreur. Hein. D'accord. La marge d'erreur est nulle. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, que nous ayons plus de 1000 Congolais touchés. Non, je ne pense pas. Mais dans tous les cas, si déjà on maîtrise toutes les personnes qui rentrent, ça sera déjà une bonne chose. Et deuxièmement, il faudrait quand même pas qu'on pense. Mais il n'y a plus personne qui rentre, docteur. Docteur, il n'y a plus personne qui rentre aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui rentre. Sont rentrés c'est-à-dire, oui, c'est vrai que je m'exprime peut-être mal. C'est-à-dire des gens qui sont rentrés à partir d'une certaine date. Oui. Mais ces personnes-là, à partir d'une certaine date, ont observé en quelque sorte leur quatorzaine. C'est-à-dire ces personnes qui sont rentrées, il faudrait quand même qu'on raisonne aussi. Quelqu'un qui est rentré de la Chine, de la France ou de je ne sais quel pays, il y a 50 jours, qui n'est pas malade, vous allez vous dire, ah non, on ne dit pas la vérité, tout ça, lui il était en Chine. Mais je pense que vous connaissez aussi les porteurs asymptomatiques, docteur. Donc, les porteurs sains. Des porteurs sains qui peuvent se contaminer. Hein. Les porteurs, ils n'ont pas été testés. Écoutez, aujourd'hui, les porteurs asymptomatiques ne sont pas obligatoirement traités. Parce que comment ça se gère ici en France? Il faudrait quand même que vous sachiez comment les choses se passent. Allez-y, docteur. Quelqu'un qui arrive en France au service des urgences, on ne le teste pas comme ça. Il faut qu'il soit symptomatique. Sinon, on ferait... C'est pour cela qu'il faudrait quand même que vous sachiez, dans la prise en charge de ce Covid-19, il y a deux modèles. Il y a un modèle qui est pratiqué par les Français, par exemple, le modèle pratiqué par les Occidentaux, un modèle qui privilégie le confinement, qui dit, voilà, nous, on n'a pas les moyens de prendre en charge des pics de patients parce que nos services de réanimation risquent d'être débordés. Regardez comment raisonnent les Français. Mais imaginez un peu nous, si les Français se disent qu'ils ne veulent pas prendre en charge des pics parce qu'ils risquent d'être débordés, eh bien nous, les Congolais, qu'est-ce qu'on dirait? Bon. Alors, donc, ce modèle-là, les gens se disent, on confine les gens pour voir comment les choses vont se passer. Et chaque fois qu'il y aura quelqu'un qui sera malade, on va le traiter. Mais on ne dit pas qu'on va traiter des gens qui ne sont pas malades. Quand je dis des gens qui ne sont pas malades, ça veut dire des gens asymptomatiques. Comprenez ici, malade ici, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a le virus forcément, mais ça veut dire quelqu'un qui est asymptomatique. Le deuxième modèle, c'est le modèle pratiqué par des pays comme la Suède. Eux, ils se disent, nous, on favorise le confinement seulement partiel des gens qui ont des comorbidités, des gens qui ont certaines pathologies. C'est ceux-là qui seront confinés. Les autres, on observe simplement des mesures barrières. Et puis, on voit arriver des choses. Même là aussi, on ne traite pas tout le monde. À côté de ça, il y a eu le modèle des pays comme la Corée, tout ça. Ceux-là, ils font des dépistages de masse. Symptomatiques ou asymptomatiques, on fait des dépistages et on traite ceux qui sont malades et on désinfecte les routes, tout ça. Mais ça, c'est un modèle que nous ne pouvons pas faire chez nous. C'est pour cela que chez nous, il nous faut un modèle intermédiaire que je propose. Maintenant, pour répondre à votre question, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques qu'il faut aller traiter tout le monde. Même ici, on ne traite pas tout le monde. Il ne faudrait pas qu'on pense que ici en France, quelqu'un qui n'a pas de symptômes, on le dépiste et puis on se traite. Non. D'ailleurs, on conseille aux gens de rester chez eux. On dit, vous n'avez pas de problème, on essaie de faire que vous ne travaillez pas, vous restez chez vous, le but étant que vous ne soyez pas en contact avec les gens malades. Le confinement total. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas
pour qu'on traite des gens asymptomatiques. Donc, s'il y a des gens qui ont été en Chine, qui ont été en France, tout ça, mais on les suit. Dès qu'ils vont avoir des symptômes, on commence le traitement. Si la France n'a pas de moyens pour dépister tout le monde, vous pensez que c'est le Congo qui pourra le faire? Voilà, on a bien compris, docteur. Allez-y, Doris, allez-y. Oui, on sait que la sensibilisation aujourd'hui est arrivée tardivement au Congo et avec tous les flux migratoires, on a toutes ces personnes, tous ces voyageurs qui sont déjà au Congo. Et on a vu aujourd'hui le défaut de sensibilisation qui a dû brouiller, on va dire, cette prise en charge ou la mise en place des mesures barrières entre les symptômes du palu et les symptômes de la grippe. Aujourd'hui, est-ce que le modèle que vous proposez ici, pouvoir mettre en place un protocole de suivi des patients qui rentrent, peut tenir? Mais bien sûr. Maintenant, les gens qui sont symptomatiques, on les traite. Vous, pourquoi vous voulez qu'on traite des gens qui ne sont pas symptomatiques et qui n'ont pas eu de contact prouvé avec des gens malades? Même ici, personne ne le ferait. Donc, il y a ces trois populations-là. Des gens qui viennent, des gens malades, prouvés, et des gens qui ont été en contact avec des gens malades. Mais comment est-ce que, docteur, c'est que peut-être qu'on a du mal à vous suivre, comment est-ce que vous définissez ce contact dans le continent qui est le nôtre? Quelqu'un qui arrive, qui a des cousins, quand on rentre d'Europe, vous avez 50 personnes qui viennent. Vous définissez comment ces contacts, en fait, docteur? Mais ce contact est défini, d'abord, il faut qu'on diagnostique la maladie. Une fois que la maladie est diagnostiquée chez quelqu'un, eh bien, c'est toutes les personnes qui ont été en contact avec la personne malade. Le taximan, par exemple, comment on arrive à le retrouver? Pardon? Il fait partie des contacts. Le taximan qui est à l'aéroport qui vient attendre le voyageur. Le taximan qui vient à l'aéroport pour attendre les voyageurs. Alors, le taximan, c'est vrai que, bon, nous n'avons pas l'habitude de prendre l'immatriculation, tout ça, des véhicules qui nous conduisent. Ça, c'est un problème, c'est vrai, mais il faudrait quand même que les choses soient claires. C'est pas tout le monde. Et puis, le contact dont il est question, c'est pas parce qu'on a été à 2-3 mètres de quelqu'un que forcément on a été contaminé. Donc, enfin, docteur, parlons du taximan, par exemple, c'est un cas plus précis. La promiscuité quand même dans un taxi. Jusqu'au règlement de la course, on vient souvent proche du taximan pour compter ses billets. Donc, on n'est même pas dans la distance de sécurité de 1 mètre. Donc, mais justement, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de marge d'erreur. On ne pourra pas rattraper tout le monde. C'est impossible. C'est impossible de rattraper tout le monde. C'est pour cela que les gens qui sont rentrés, donc ce taximan-là, on va voir comment les choses vont évoluer, s'il va développer les symptômes ou pas. Mais aujourd'hui, si vous attendez de moi que je vous dise, oui, il y a un moyen où on peut détecter toutes les personnes qui ont été en contact avec des gens malades, que l'on ne connaît pas tous d'ailleurs, eh bien, ça, je ne pourrais pas vous le dire, je ne suis pas un magicien. Mais ce que je peux vous dire au moins, c'est nous avons la possibilité de voir des personnes malades et puis des personnes qui ont été proches. Maintenant, les personnes qui ont été proches, qui n'ont pas été, si vous voulez, détectées, c'est-à-dire des personnes comme ces taximens-là, eh bien, on finira bien par voir si ces personnes développent les symptômes. Mais on ne peut pas aujourd'hui là prendre une mesure de dire on traite toute la population congolaise. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est pas moi qui le conseillerais. Voilà, on a bien compris, docteur, mesdames, messieurs, vous êtes bien sûr sur Ziana TV. Docteur, on va avancer avec vous. On a bien compris que vous avez, je dirais, un protocole, vous avez des solutions à proposer. Aujourd'hui, on voit très bien que la réalité congolaise est tout autre par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui par les autorités congolaises. Comment vous, docteur Nzamba, appréciez-vous la riposte qui a été mise en place contre le coronavirus au Congo? Bien. Alors, déjà, en ce qui concerne le confinement, il n'y a pas de confinement officiellement au Congo, docteur.
Oui, il n'y a pas officiellement, mais bon, on demande quand même aux gens de rester chez eux, tout est fermé, tout est quasiment de rester fermé. chez eux, tout à fait. Oui. Il y a certains boulots qui sont pratiquement interdits d'être pratiqués. Tout à fait. Oui. Alors que c'est quand même ces boulots-là qui font vivre beaucoup de familles chez nous. Et des gens qui ne vont pas travailler, malheureusement, n'auront pas de solution de remplacement. Donc, moi, je suis contre cela. Je suis contre cela parce que ça risque de nous amener à une troisième crise qui sera une crise sociale. Pourquoi? Parce que ces gens qui ne vont pas travailler finiront tôt ou tard de se lancer dans des pratiques de mauvaise moralité. Donc, on risque d'avoir la criminalité qui va augmenter, le vol, les braquages et consorts. Donc, moi, je pense que les personnes qui sont à l'intérieur de la République, et nous savons aujourd'hui que toute l'Afrique n'est pas très infectée encore. C'est pas pour rien qu'on parle de bombe à retardement, parce que la bombe, bon, on est en train de le faire, mais c'est pas complètement infecté encore. Alors, ces personnes-là devraient privilégier des mesures barrières. Donc, il faut vraiment qu'on sensibilise. On doit vraiment bien sensibiliser les populations, comment se transmet la maladie et quelles sont les mesures barrières qu'il faudrait prendre. Alors, en ce qui concerne les métiers, puisque si je dis je suis contre le confinement total, ça veut dire que je demande à ce que les gens travaillent. Maintenant, ce travail-là, surtout en ce qui concerne les boulots à risque, les gens qui tiennent des bistrots, tout ça, eh bien, on va voir comment ils peuvent travailler. Par exemple, au lieu que les gens viennent boire chez lui, ou bien dans la buvette, en étant dans la promiscuité, on peut dire, ben oui, on vous laisse ouvrir, mais les gens viennent acheter leur bière pour aller boire chez eux, tout ça. Bref, les gens peuvent étudier comment faire pour éviter d'une part que les gens ne travaillent plus et d'autre part que l'infection ne se répande pas. Donc, il y a un juste milieu. On doit trouver un modus vivendi pour que la progression de la maladie soit maîtrisée d'une part et d'autre part que les gens continuent à exercer leur profession, donc ne se retrouvent pas sans ressources financières. Alors, pour garder cet aspect social, docteur, ça fait partie des mesures qui ont été annoncées le 18 mars par Clément Mwamba, la fermeture, le 16 mars, pardon, déjà, la fermeture des bars dancing, la fermeture des boîtes de nuit, la fermeture des restaurants, tous ces lieux fermés aussi, on a bien compris qu'aujourd'hui, ça pose un vrai problème social. Est-ce que vous pensez que finalement, la fermeture des écoles, ça a été une mesure que vous apprécierez? Oui, j'apprécie la fermeture des écoles. J'apprécie la fermeture des écoles parce que au niveau des écoles, les élèves ne vont pas pratiquer une activité lucrative, les élèves. Même si tout autour, on peut étudier et voir autre chose. Mais fermer un bar sans réfléchir de ce que va devenir le propriétaire du bar qui vit de ça, ça c'est un problème. Donc, je ne suis pas contre toutes les mesures, mais il y a des mesures qu'il faudrait étudier ensemble, toutes les mesures qui mettent fin à l'emploi, qui mettent fin aux revenus des individus. Parce que les gens doivent vivre. Il y a la maladie d'une part, c'est vrai, mais il faudrait que les gens continuent à vivre. Si les gens n'ont pas de ressources financières, comment vont-ils vivre? Entre-temps, ils vont continuer à payer des factures d'eau, des factures d'électricité, tout ça. Et ils vont le payer comment? Donc, il faudrait quand même qu'on étudie. Il ne faudrait pas qu'on mette les gens dans une situation où ils ne pourront plus avoir des ressources. Ici, les gens qui ne vont pas travailler, eh ben, ils gardent au moins 84% de leur salaire, comme vous le savez. Finalement, alors, docteur, ces mesures qui ont été prises, ce sont des mesures qui ont juste été calquées. Elles ne correspondent pas à notre réalité. C'est pour cela que je vous ai dit que nous devons avoir notre modèle à nous. Nous ne pouvons pas copier des modèles
européens, des modèles des pays comme la Suède. On ne peut pas copier. Nous devons éviter le copier-coller. Nous devons avoir notre modèle à nous. Pourquoi, docteur, on n'a pas eu une réflexion en amont alors qu'on a eu du temps, j'ai presque envie de dire, on a eu 4 mois de marge pour pouvoir avoir cette réflexion, alors qu'aujourd'hui, on est en plein coup de feu, on demande encore de refaire une réflexion sur les mesures barrières. Vous ne trouvez pas qu'il est trop tard maintenant? Mais c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Pas vous êtes un politique, docteur. C'est vrai qu'on va évoquer cet aspect politique tout à l'heure, mais vous êtes aussi un politique, vous êtes un parlementaire, donc je pense que c'est aussi dans vos cordes. Oui, je ne suis pas membre du gouvernement. Non, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est pas moi qui ai pris ces mesures-là. Et nous sommes là pour essayer de conseiller le gouvernement. Comme vous le savez, même ici, quand vous voyez le Premier ministre parler, vous voyez le président de la République parler, c'est parce qu'il y a eu des équipes, des technocrates. Il y a des gens qui travaillent, qui ont réfléchi, qui ont fait un travail en amont et qui donnent les résultats de leur travail au gouvernement. Que voilà ce que nous avons fait. Et chaque mesure doit être étudiée. Avant de prendre une mesure, on étudie. On étudie, ça ne se prend pas au hasard. Par exemple, si on dit, voilà, bon, on va décider le confinement, les gens ne vont plus travailler, tout ça. Et on calcule. Bon, le confinement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, les gens ne vont plus beaucoup travailler, donc il y aura un déficit en ceci, en cela. Bon, mais ministre du Commerce, est-ce que vous pensez que nous pouvons supporter? Le ministre du Commerce fait ses calculs. Ah oui, nous pouvons supporter. Bon, un tel, est-ce que vous croyez que là, ça peut aller? Oui. C'est comme ça qu'on prend ces mesures-là. Bon, j'espère que c'est ce qui se passe au sein du gouvernement. Mais c'est comme ça qu'on doit travailler. Et donc, ici, moi, en tant que médecin, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Je livre ici ma réflexion. Maintenant, le gouvernement peut ou ne pas m'écouter, mais au moins, je me sentirai quand même tranquille en me disant, je ne me suis pas contenté de critiquer comme certains critiquent sans rien proposer, mais au moins j'ai proposé. Je n'ai pas été écouté, c'est dommage, mais j'ai fait ma proposition. Voilà, nous savons qu'aujourd'hui, il y a un plan de Zamba pour, je dirais, accompagner le Congo pour lutter contre le Covid-19. Alors, je vais maintenant m'adresser aux politiques, puisque vous avez cette double casquette de médecin et en même temps de politique. Vous êtes parlementaire, je rappelle bien, de l'UPADS, du côté de Kibangu. De Kibangu, voilà, pardon, de Kibangu. Alors, docteur, ce que je veux bien comprendre aujourd'hui par rapport à la réalité congolaise, pourquoi les commissions santé des deux assemblées ne participent pas ou ne se réunissent pas pour voir à peu près, pour accompagner le gouvernement sans doute dans le cadre de cette crise Covid-19? Vous me posez cette question peut-être parce que vous pensez que je suis membre de la commission santé. Non, je ne suis pas membre de la commission santé. Hein. Je suis membre de la commission défense et sécurité. Je ne suis pas membre de la commission santé. Alors, si vous ne l'êtes pas, ben, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire en tant que parlementaire? Est-ce que c'est un sujet que devaient se saisir les parlementaires? Oui, je pense que, bon, mais vous avez vu avec tout ce qui se passe, le confinement, tout ça, certainement il y aura des réunions de réflexion qui vont se tenir encore pour en parler. Et c'est en ce moment-là que chacun dira ce qu'il a proposé. Mais pour le moment, c'est le gouvernement qui prend des mesures. Ce n'est pas l'Assemblée encore. Docteur Zamba, vous êtes médecin. Vous n'êtes pas à l'Assemblée dans la commission santé. Vous pouvez peut-être nous expliquer, c'est un choix personnel? Non, je ne voudrais pas traiter cette question ici. mais docteur, non, c'est pas un choix personnel, mais je préfère ne pas en parler ici. Voilà, on comprend très bien. Aujourd'hui, vous voyez la situation qui est celle du Congo. Vous comprenez aussi qu'aujourd'hui, les mesures d'accompagnement, notamment par rapport aux décisions prises par le gouvernement, ne sont pas toujours en faveur des hommes et des femmes qui, entre guillemets, pour prendre un terme assez congolais,
se débrouillent. Qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant que juge, vous toujours m'adresser au Parlement, en tant que parlementaire, qu'est-ce que vous diriez je dirais au gouvernement? Reprenez un peu la question. Voilà, ma question est la suivante. Aujourd'hui, vous avez déploré qu'on puisse fermer les bars, qu'on puisse, je dirais, fermer les petits commerces qui permettent aux uns aux autres de vivre, ou tout ce qui ressort plus ou moins de l'économie informelle. Vous, en tant que parlementaire, vous conseillerez quoi au gouvernement aujourd'hui par rapport à ces mesures qui empêchent le travail? Alors, je voudrais, pour commencer, dire que ces mesures ne sont pas mauvaises. C'est des mesures qui sont salvatrices. Mais ces mesures, malheureusement, pour moi, ne sont pas adaptées à notre société. Comme je l'ai dit, on ne pense pas de la même façon dans un palais et dans une chaumière. Si le gouvernement pouvait proposer des revenus de suppléance, des revenus de remplacement à ces gens-là, je dirais oui, alléluia, c'est bien. Mais puisque ces revenus ne le sont pas, ces gens vont se retrouver sans revenus. Donc, moi, je dis au gouvernement, non, on ne peut pas demander à tout le monde d'arrêter de travailler comme ça. Il faut voir dans quelle mesure les gens peuvent travailler et éviter de se faire contaminer ou de contaminer les autres. Voilà. Donc, une mesure un peu soft, c'est-à-dire qu'en même temps, on ferme, mais on vend peu, voilà. Un peu comme ça, je veux dire. Oui, une mesure intermédiaire, c'est-à-dire on va continuer d'exercer, mais en limitant le risque de propagation de la maladie. Je prends un exemple. Par exemple, quelqu'un qui tient un bar. On lui dit, bon, mais tu vas continuer à vendre, mais les gens viendront acheter et aller boire chez eux. Ou bien on dit, bon, toi tu as un restaurant, habituellement ton restaurant est bondé, c'est noir de monde, tout ça, mais à partir de maintenant, dans ton restaurant, il y aura par exemple une table où il y aura 2 personnes distantes d'1,50 m. Et les gens observeront de manière stricte les mesures barrières. Donc, ce restaurant-là, qui est habitué à voir, je ne sais pas, dans un espace de 50 mètres carrés, qui est habitué à avoir, par exemple, 50 personnes ou 100 personnes, eh ben, verra son espace être réduit de monde. Donc, le but sera qu'il continue quand même à travailler, mais que le nombre de personnes soit compatible à des mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie. Donc, si on comprend bien, docteur, en fait, vous préconisez la vente emportée qui sera salutaire, en fait, pour sauver les commerces de proximité. Et quelque Pardon, part, je ne vous ai pas bien entendu. Vous privilégiez la vente à emporter pour les commerces de proximité, en fait, pour pouvoir les sauver. Mais parmi toutes ces mesures qui ont été citées, nous voyons que les marchés, en fait, ne rentrent pas parmi ces mesures, alors que c'est plusieurs lieux à risque de contamination. Quelles sont les mesures barrières efficaces qui pourraient être mises pour le marché? Ben, pour le marché, les mesures barrières efficaces, ça sera le respect entre, disons, la distance qui va séparer les personnes, d'une part. Et vous connaissez les allées de nos marchés, docteur. Il faut quand même qu'on soit réaliste. Soyons réalistes, docteur. Il faudrait qu'on le fasse. C'est-à-dire, on doit tout faire pour que la distance entre 2 personnes soit d'1,50 m. Ça, et entre 2 tables. Sachant que ces personnes ont réservé des tables, ont payé pour la location de ces tests, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que chaque semaine, il y aura une rotation pour faire par exemple, oui, tout à fait. On pourra faire, par exemple, que non, qu'une table sur 2 ne soit pas utilisée. Et la perte de revenus de l'utilisation des tables, qui la compense? La baisse de revenus. Ou la perte même. Si l'État peut jouer un rôle, tant mieux. Mais au moins, il n'y aura pas revenu zéro. Nous allons éviter qu'on soit à revenu zéro. Il y aura revenu qui va diminuer, tout ça c'est vrai, mais ça ne sera pas zéro. Donc les gens vont quand même se retrouver avec un peu d'argent. Voilà. Donc
Mais je ne dis pas, attention, ne pensez pas que nous pouvons sortir de cette crise indemne, c'est-à-dire gagner comme on a gagné, comme on gagne avant sa vie, tout ça. Non, on doit certainement perdre des plumes. Mais ce que je veux, mon souhait serait que la perte réalisée ne soit pas une perte totale. C'est-à-dire qu'on ne se retrouve pas avec des revenus zéro. Qu'on se retrouve avec quelque chose. Mais ça ne sera pas des revenus qu'on a souvent pendant la période où les choses fonctionnent normalement. Docteur, on a quand même l'impression que dans la situation congolaise, on demande beaucoup aux populations, mais l'État ne fait pas beaucoup d'efforts. On ne peut pas annoncer autant de mesures en amont sans prendre en compte cette dimension sociale. Ça veut dire qu'on fait peser en fait cette crise, notamment son impact économique sur les populations, du côté de l'État par rapport à vous les parlementaires. On ne voit pas une voix qui porte pour demander à l'État de pouvoir peut-être revenir sur certaines mesures ou les adapter à la situation, docteur Nzamba. Ah non, écoutez, moi je suis un homme pragmatique et réaliste. Nous pouvons demander tout ce que nous voulons. Le plus important, c'est de savoir est-ce que nous allons l'obtenir ou pas. Aujourd'hui, nous voyons bien la situation en ce qui concerne les pensions, en ce qui concerne les bourses, en ce qui concerne tout ce que nous voyons. Il n'y a pas d'argent. Je ne dis pas où est parti cet argent, mais il n'y en a pas. On ne voit pas l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez que je dise, voilà, l'État doit tout faire pour apporter de l'argent, pour sécuriser les gens qui arrivent, tout ça, alors que vous savez que ça ne sera pas fait. Mais c'est envoyer des personnes qui vont arriver au casse-pied. Ça, je ne veux pas. Donc, je préfère, connaissons comment fonctionne l'État, connaissons actuellement les moyens de l'État, mais ça se voit. Ça se voit, c'est pas une vue de l'esprit. Donc, connaissons cela. Moi, je préfère dire, voilà, je connais mon État. Je connais ce qu'il peut faire et je connais ce qu'il ne peut pas faire. Je préfère proposer ceci. Mieux vaut obtenir ce qu'on peut obtenir que de demander ce qu'on ne peut pas obtenir, mais en espérant qu'on va quand même l'obtenir. Mieux vaut un tien que deux, tu les auras. Alors, peut-être que parmi un tien qu'on peut donner aux Congolais, c'est aussi vous, en tant que parlementaire, de proposer à l'État de réduire certaines taxes ou peut-être de les annuler pour certaines activités, monsieur l'honorable Nzamba. Parlons d'électricité ou d'eau, et l'État puisse faire un geste salutaire au moins pour 2 mois. Pourquoi cette mesure n'a pas été adoptée? Oui, mais ça, je ne sais pas si je l'ai dit. Je pense que l'État devait faire des efforts, effectivement, en ce qui concerne les factures d'électricité, les factures d'eau. Oui, je pense que l'État doit jouer un rôle. Je l'ai dit que l'État doit aussi participer à l'ardoise. Je n'ai pas dit que l'État ne devait rien faire. Ah si, mais ça, c'est des choses que l'État peut faire. L'État peut faire que les factures d'eau, les factures d'électricité soient annulées ou complètement réduites. Ça, oui, je pense que je demande à l'État de faire ces efforts-là pour essayer quand même de soulager les populations. Vous avez un plan pour aider le Congo à faire face à cette crise. Vous l'avez déployé devant nous, on en a parlé. Ceux qui nous suivent aussi sans doute vont en discuter. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais que vous êtes parlementaire au Congo, donc vous n'avez pas de problème pour aller au Congo. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à répondre favorablement au cas où on vous appellerait dans ces structures qu'on met en place? Il faut quand même déplorer une chose, c'est que dans ces structures, on voit très peu de techniciens. Il y a tous les ministres quasiment qui se sont arrogés tous les postes. Il n'y a pas assez de techniciens, donc on ne voit pas non plus de parlementaires. En ce moment, il n'y a pas. Est-ce que vous êtes prêt, docteur, à pouvoir être, je dirais, présent aux côtés de ceux qui sont au Congo et qui luttent contre cette maladie? Je pense, Sire, que c'est pas aujourd'hui ou hier que vous m'avez connu. Vous savez que j'ai toujours répondu présent chaque fois que l'État a eu besoin de moi, même lorsque je n'étais pas parlementaire. Vous vous souvenez que je suis allé soigner les malades lors de la catastrophe du 4 mars, où je suis parti d'ici, je suis allé au Congo, je l'ai fait. Et je vous rappelle aussi que
jusqu'à ce jour, j'opère mes compatriotes, les chambres implantables, tout ça, je le fais gratuitement, avec des choses que j'achète ici, des chambres, des kits. Donc, si on a besoin de moi pour jouer un rôle quelconque, ben, je répondrai toujours présent. Voilà, quelqu'un qui répondra toujours présent, docteur Nzamba. On sait maintenant qu'aujourd'hui, les parlementaires sont sans doute par votre voix peut-être aux côtés du gouvernement, mais il faut quand même, peut-être vous nous direz quelque chose, on entend très peu, que ce soit ici au sein de la diaspora ou encore au Congo, des professionnels de la santé prendre la parole, monter au créneau pour sensibiliser par rapport, je dirais, aux gestes barrières. C'est quoi le problème? Est-ce que, je dirais, ils sont démissionnaires? Est-ce que c'est des hommes et des femmes qui ont peur? Comment vous l'expliquez, docteur Nzamba? Qu'aujourd'hui, à ce jour, notamment, nous avons sollicité plusieurs professionnels de la diaspora ici. On n'en a eu que 3 qui ont répondu favorablement. Il y a vous-même, le docteur Ifunza et le docteur, je dirais, qu'on a eu hier, le docteur Pandi. Nous avons sollicité aussi, qui a répondu favorablement, le docteur Pelé, sans oublier le docteur Ikapi. Voilà. Donc, sur une diaspora avec autant de médecins que vous connaissez, très peu répondent. Et aujourd'hui, quand on scrute les médias congolais, on ne voit pas de professionnels de la santé. Qu'est-ce qui se passe, docteur? C'est quoi le problème? Est-ce que le serment d'Hippocrate n'a plus tout son sens en cette période de crise? Bon, mais vous l'avez dit que moi, j'ai toujours répondu présent. Donc, je peux d'une part dire, oui, peut-être que je ne comprends pas pourquoi les autres ne réagissent pas, mais indépendamment de ça, j'aimerais quand même vous faire savoir que il y a pas mal de compatriotes, des professionnels de la santé, qui veulent aller jouer des rôles au Congo, mais ce sont nos compatriotes, nos professionnels de santé qui sont au pays, qui bloquent. Et ça, je peux vous assurer que j'ai des preuves. Moi-même, j'en ai été victime. Donc, quand les gens sentent qu'on n'a pas besoin d'eux, ou à la limite, qu'ils sont des persona non grata, à un moment donné, ils se disent, bon, mais je ne dérange pas ceux qui ne veulent pas de moi. C'est peut-être comme ça que je peux analyser les choses. Partiellement. Voilà. Je suis à dire, est-ce que c'est suffisant? Bon, j'ai ajouté partiellement, donc je l'ai fait avant que vous ne réagissiez. Donc, Doriska, le mot de la fin. Docteur Nzamba, avant de nous séparer, je voudrais savoir qu'est-ce qui, vous êtes député de Kibongo, qu'est-ce qui se fait actuellement en termes de sensibilisation des populations concernant le coronavirus? Ce qui se fait sur le plan national ou à Kibongo? Mais en tout cas, sur le plan national, à Kibongo. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Vous êtes député de Kibongo. Bon, quelles sont les mesures que vous préconisez pour Kibongo? Non, la solution ou les mesures à apporter sont des mesures nationales. On ne peut pas adopter des mesures pour Kibongo. C'est national. Oui, donc, je suis d'accord avec vous, c'est national. Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation, de savoir, est-ce qu'il y a des campagnes qui ont été mises en place? Est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement des populations simplement pour se laver les mains, pour transcrire, on va dire en langue nationale, pour les personnes âgées, pour les personnes qui parlent pas français, pour toutes ces populations-là, pour pouvoir apporter l'information? C'est surtout ça qu'on voudrait savoir. Mais on est en train de le faire au Congo. On est en train de le faire. Je pense que… Nous parlons de Kibongo, docteur. On voudrait bien comprendre ce qui se fait à Kibongo même. Non, mais c'est pour ce… Mais je dis que Kibongo ne peut pas être isolé du Congo. Mais vous pouvez quand même prendre des initiatives. Nous voyons aujourd'hui d'autres députés de Poto-Poto qui prennent des initiatives, je dirais, dans leur ville, en mettant en place des conteneurs d'eau où les gens peuvent se laver les mains, ou encore en sensibilisant de maison à maison. C'est un peu dans ce cadre-là, docteur. Moi, je joue un rôle au niveau national. Et je sais que Kibongo fait partie de cette nation. Je ne peux pas faire ce que je fais avec vous à Kibongo seul. Non, je le fais au niveau national. Surtout en ce qui concerne le coronavirus, je ne vois pas comment je vais limiter des actions à la seule circonscription de Kibongo. Ça doit se passer au niveau national. Maintenant, j'aimerais quand même vous dire, vous faire savoir que
dans la mesure de riposte, ce qu'il faudrait qu'on fasse, et moi je ne veux pas qu'on arrive là, parce que je sens vraiment que les choses ne s'annoncent pas bien, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est par exemple répertorier tous les nombres de lits que nous avons en réanimation sur toute l'étendue de la République. Parce que quand les patients auront besoin d'être intubés, d'être sous respirateur, eh ben, il faudrait qu'on voit ce nombre de lits en réanimation. Et pourquoi cette information n'est pas disponible, docteur? Comment? Non, mais on est en train de le faire. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, nous sommes en pleine crise, c'est maintenant qu'il faut le faire? Non, mais attendez, avant la crise, on ne peut pas à tout moment, à chaque instant, dire que voilà, au Congo, on attend de respirateurs qui fonctionnent, on attend de ceci, on attend de cela. Mais docteur, on n'a pas attendu la crise, mais on peut quand même savoir ce qu'il y avait avant la crise. Il y avait combien avant la crise? Qu'est-ce qui a déjà compté ces éléments-là? Personne. Il n'y a aucune information aujourd'hui, docteur. Il faut quand même dire une chose. Vous êtes parlementaire. Je comprends que vous n'êtes pas dans la commission santé, mais il y a quand même des aberrations dans la manière dont vous, en tant que parlementaire, vous prenez aussi ces questions-là. On ne peut pas demander aujourd'hui combien de lits il existe parce que il n'y en a pas, tout simplement. Il faut peut-être aller là, il n'y en a pas. Ou on va les commander entre-temps pour les recevoir. Comment cette information ne soit pas disponible? Quand même, c'est la moindre des choses. Si la crise aujourd'hui, je comprends, mais on peut quand même savoir, avant la crise, on avait combien de lits de réanimation? Je ne vous ai pas dit qu'on ne sait pas combien y a-t-il de nombre de lits, mais il faut répertorier tout cela par rapport à la crise. C'est-à-dire, il faut se dire, bon, le nombre de lits de réanimation au CHU, c'est connu. À l'hôpital militaire, c'est connu. Mais c'est connu combien, docteur? C'est connu, mais c'est combien? C'est combien, docteur? C'est connu, c'est une chose. Moi aussi, je peux dire la même chose, mais c'est connu, il y en a combien? Oui, mais justement, je ne peux pas vous donner le nombre. Mais c'est parce que, mais docteur, je comprends que vous ne le donniez pas, c'est parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de donner cette information au Congo. C'est des questions qu'on a posées aux responsables, je dirais, qui aujourd'hui sont en train de gérer cette crise. Ils sont incapables de donner les chiffres exacts de ce dont on dispose, que ce soit à Pointe-Noire ou à Brazzaville. Oui, je vous comprends, c'est dommage, effectivement, oui. Docteur, est-ce que vous pouvez nous résumer le protocole Nzamba de riposte contre le coronavirus au Congo? Oui, effectivement, on a beaucoup parlé. Ce protocole peut se résumer de la manière suivante. 1. Au niveau des frontières, à l'entrée de tous les passagers, toutes les personnes venant des zones infestées, ces personnes seront prises à l'aéroport, ne seront même pas en contact avec leur famille et iront directement dans des logements aménagés pour eux. Ça peut être des hôtels, ça peut être des logements sociaux, bref, mais ça sera des logements aménagés directement par eux et ces logements seront gérés par du personnel formé, du personnel qualifié. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y aura un traitement pour, d'une part, toutes les personnes qui rentrent, c'est-à-dire pendant les 14 jours de quarantaine, ils auront 6 jours de traitement composé d'hydroxychloroquine, qui est commercialisé sous le nom de Plaquenil, entre autres, 200 mg 3 fois par jour, ça fait 600 mg par jour, pendant 6 jours. L'azithromycine, qui est un antibiotique et à la fois un antiviral, 500 mg le premier jour et 250 mg par jour les jours suivants, jusqu'à 6 jours. L'hydroxychloroquine sera accompagnée d'un antihistaminique parce que beaucoup de gens font des allergies à type essentiellement de prurite. Donc, il y aura ces personnes-là qui auront 6 jours de traitement. Alors, à l'intérieur du territoire,
il y a aussi des gens qui seront traités. Quels sont ces gens qui seront traités à l'intérieur du territoire? Ça sera des personnes malades, testées positives. À côté de ces personnes malades testées positives, il y aura des personnes qui auront eu des contacts avec des personnes malades qui sont testées positives. Alors, à côté donc de ces trois populations, c'est-à-dire la population des personnes qui rentrent dans le territoire, la population des personnes malades, la population des personnes ayant été en contact avec des malades, nous allons aussi inclure des personnes à haut risque. Ce sont des taximens, par exemple, surtout les taximens qui vont à l'aéroport. Ces personnes seront également traitées. Ces personnes seront traitées comment? Ces personnes auront les 6 jours de traitement plus une prophylaxie par l'hydroxychloroquine à raison de 200 mg par jour jusqu'à la fin de cette histoire. Il y aura aussi des chauffeurs de bus avec des contrôleurs. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont en contact avec tout le monde et on ne peut pas savoir si parmi tous ces gens-là, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens infectés. Nous aurons également des boulangers qui rentrent aussi en contact quand même avec pas mal de personnes qui bénéficieront de ce traitement de 6 jours plus une prophylaxie par uniquement l'hydroxychloroquine. Nous allons aussi inclure dans ces personnes-là, dans ces groupes, c'est-à-dire des gens qui devraient être traités, des sujets de 3e âge, des sujets âgés. Les sujets âgés vont avoir les 6 jours de traitement, hydroxychloroquine, azithromycine avec antihistaminique pour l'allergie contre l'hydroxychloroquine. Donc 6 jours de traitement, plus une prophylaxie de 2 jours par hydroxychloroquine, c'est-à-dire plaquenil, 200 mg par jour plutôt. Ça, c'est donc en ce qui concerne le traitement. Alors, à l'intérieur du territoire, nous avons dit qu'on va observer des mesures barrières de manière vraiment stricte. Se laver les mains, désinfecter les mains avec les désinfectants, avec la solution hydroalcoolique. Toujours dans ces mesures-là, nous allons demander à l'État d'alléger des factures, de participer dans des factures d'électricité et des factures d'eau. Toujours dans ces mesures, nous allons demander, en ce qui concerne certains boulots, certains travails qui sont à risque, comme les vendeurs des bars, puisqu'ils ne pourront pas avoir une compensation intégrale de la perte de leur activité, eh bien, on va étudier comment ces vendeurs-là vont travailler sans pourtant qu'ils ne se retrouvent sans revenus et pourtant sans pourtant également qu'ils ne s'infectent ou qu'ils infectent les autres. Ces vendeurs de bars auront aussi le traitement par hydroxychloroquine, azithromycine et l'antihistaminique, plus la prophylaxie, c'est-à-dire 200 mg de plaquenil par jour, tous les jours. Ça sera valable pour les vendeurs des autres structures comme les VIP, donc tous ces boulots à risque, eh ben, les gens seront traités et ensuite ils auront une prophylaxie. Je voudrais quand même dire une chose, puisque nous sommes en contact avec ces gens qui sont au Congo, qui travaillent, qui pratiquent ce boulot dans les bars, dans les VIP, eh bien, on aimerait quand même que l'État sache qu'il y a pas mal de ces bars-là qui sont officiellement fermés, mais quand on passe derrière, c'est ouvert. C'est-à-dire, il y a des gens à l'intérieur qui boivent, qui ne respectent pas des mesures de sécurité. Donc,
Au lieu de laisser ces gens-là en disant, voilà, c'est fermé, c'est strict, au lieu de les laisser comme ça alors qu'ils vont continuer à exercer leur profession, eh bien, mieux vaut les encadrer. Mieux vaut les encadrer pour que ces professions puissent être exercées de manière moins dangereuse en ce qui concerne le Covid-19. Voilà un peu de manière résumée et ramassée le plan que vous appelez plan Nzamba, que je propose au gouvernement pour riposter contre cette crise qui, si vraiment on atteint les proportions que les Européens et les Chinois ont atteint, ici, là, eh ben, ça sera le carnage chez nous et ça sera à un moment donné la médecine de guerre ou la médecine de catastrophe, et je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Docteur Nzamba, pour terminer, est-ce que vous pensez que dans ces populations, on peut aussi inclure, vous avez parlé de transport public, notamment des bus, les taxis, est-ce que les chauffeurs des entreprises, par exemple, peuvent aussi être considérés, peuvent aussi être intégrés dans ce protocole? Tout à fait. J'ai parlé des chauffeurs de bus et contrôleurs, c'est-à-dire les bus, il n'y a pas que les bus publics, il y a aussi les bus d'entreprise, il y a aussi les bus. Pour moi, c'est tous ces véhicules-là qui transportent plusieurs personnes à la fois. Effectivement, puisque j'ai parlé des chauffeurs de taxi. Oui, vous avez raison. Ces personnes, ces chauffeurs de bus sont inclus, effectivement. Merci, docteur Nzamba. Merci à Dorista Mozenze. Voilà, ça fait partie aujourd'hui des contributions qu'il faudrait prendre en compte. Ce protocole Nzamba, il a été détaillé ici. Nous espérons que ceux qui nous suivent de Brazzaville pourront en tirer, je dirais, le meilleur, ou peut-être aussi ceux qui nous suivent à travers le continent africain, puisqu'on se plaint aujourd'hui que les mesures barrières édictées ou énoncées par les organisations internationales, l'OMS, ou qu'on voit pratiquer dans les pays européens, ne s'adapteraient pas à nos réalités sociales. Là, nous avons des propositions, peut-être, qui pourront servir et qui sont plus ou moins adaptées aux réalités socio-économiques qui sont les nôtres. Merci encore, docteur Nzamba. Merci à Dorista Mozenze. Portez-vous bien. Nos programmes continuent. Au revoir.